Le Cercle RH est un grand entretien aujourd'hui avec Benoît Serre. Bonjour Benoît. Bonjour. Ravi de vous revoir. Ben moi aussi. Vous êtes le vice-président de l'Association nationale des DRH, vice-président délégué pour être précis, et vous êtes DRH de L'Oréal France. Commençons par le début, parce que ensemble on va faire le bilan de l'année 2021, parce que ça a quand même été une année très chaotique et complexe. On est dans la 5e vague. Oui. Nouvelle vaccination, et le patron de la PHP, Martin Hirsch, dit aujourd'hui, ce matin même, on va entrer dans une 6e vague en janvier. Est-ce qu'il y a chez les DRH comme ça une forme de stress permanent? C'est-à-dire que depuis un an, les DRH n'ont jamais été autant en première ligne, en se demandant comment l'avenir va être fait. Et là, c'est très angoissant, parce que tous les mois, on change de variant. Oui, alors, paradoxalement, en fait, ça fait presque 2 ans maintenant qu'on est sur le pont, ça va faire 2 ans au mois de mars, quoi. Donc on a déclenché une forme de compétence ou une forme d'habitude à gérer la situation. C'est vrai qu'on se serait passé de la 5e. J'ai entendu ce matin, effectivement, Martin Hirsch parler de la 6e avec le variant Omicron, qui est assez crédible, puisqu'en fait, on a noté que la Grande-Bretagne est soumise au variant Omicron, et on a historiquement à peu près 3 semaines de retard sur la Grande-Bretagne. C'est ça. De toute façon, on va se le prendre aussi. Donc c'est vrai que pour les DRH, c'est pas tellement la gestion d'une nouvelle vague qui constitue un vrai problème. La vraie difficulté, c'est qu'on reste encore dans une entreprise ou une organisation ou un fonctionnement du corps social très instable, en fait. Et donc, on espérait en juillet, quand le gouvernement nous a redonné les clés d'organisation de la maison, on va y venir, qu'on allait pouvoir enfin reconstruire un peu le projet commun, l'entreprise, tout ce qui va avec. Et puis, patatras, on prend une 5e vague qui, pour le moment, en fait, n'a pas vraiment beaucoup d'impact sur le fonctionnement de l'entreprise, et tant mieux. Donc, mais n'empêche que pour les salariés comme pour les DRH, c'est encore une situation d'entre-deux. Et cette situation d'entre-deux, on la vit depuis presque 24 mois maintenant. L'année 2021, c'est aussi l'année de l'hybride. On va y revenir, parce que on ne reviendra plus comme avant. C'est ce que vous dites. Vous dites, globalement, on est entré dans l'ère de l'hybridation. Oui. On ne reviendra pas en arrière. Je ne crois pas. Je pense que justement, le télétravail, il est presque derrière nous, en fait, aujourd'hui. Le vrai sujet, c'est l'hybride. Vous donnez un exemple dans l'entreprise dans laquelle je suis. En quelques semaines, plus de 80% des salariés éligibles au télétravail avaient signé l'avenant de télétravail. Ça veut dire que ça devient la norme, en fait. Donc, 2 jours, 3 jours? Nous, c'est 2 jours, c'est jusqu'à 2 jours. Et le mot jusqu'à 2 jours est important, parce que ils peuvent prendre 0 aussi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut se méfier aussi, on a un peu entendu ça depuis quelques mois, une forme d'injonction au télétravail, comme si ça devenait obligatoire. Non, il y a des gens qui n'aiment pas. Donc on est plutôt dans un modèle hybride. Alors il faut en fixer les règles. C'est vrai que je pense que cette année 2021, en fait, pour les DRH et pour les entreprises en général, c'est peut-être l'année 0 de la grande transformation du travail. Alors justement, le télétravail, Elisabeth Borne, la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, était notre invitée la semaine dernière. Vous l'avez entendu, Jean Castex a dit attention, il faut que les entreprises jouent le jeu, parce que si elles ne jouent pas le jeu, évidemment, nous repartirons sur des mesures un peu plus radicales. Écoutez justement ce que disait la ministre sur notre plateau, elle était notre invitée, et je vous fais réagir juste après, Benoît Serre. La stratégie, c'est d'abord de privilégier le dialogue social en entreprise. Vous savez, il y a 10 jours, moi j'ai appelé les entreprises, les salariés à se remobiliser pour respecter les gestes barrières, pour accélérer sur le télétravail. Et ce que je constate, c'est que ça a marché. Il y a beaucoup d'entreprises qui s'y sont mis. Et quand ça peut se faire dans le dialogue social, ça permet de tenir compte des situations de salariés qui peuvent avoir mal vécu la période de télétravail intense au printemps. Ça permet aussi de tenir compte du fait que dans une équipe, il y a un moment, on peut avoir besoin de boucler un projet et on a besoin d'être là, pendant que dans une autre équipe, au contraire, on a plus de marge et on peut être davantage en télétravail. De la souplesse, du pragmatisme. Fondamentalement, je suis convaincu que ça se passe bien, si on peut le faire, dans le dialogue social, dans chaque entreprise. Évidemment, si on ne va pas assez vite, si ça ne porte pas ses effets... Les inspecteurs du travail sont mobilisés. À un moment, on devra effectivement passer à une obligation. C'est clairement pas ce que je souhaite. Elle ne le souhaite pas, mais Jean Castex, derrière, a dit attention, on va augmenter quand même les contrôles, et puis si ça se passe mal, on vous le réimpose. Vous dites à la NDRH, attendez, laissez les entreprises s'organiser, tout va bien. En fait, on le dit depuis le début. C'est-à-dire qu'on dit, à chaque fois que les solutions sont trouvées au plus près du terrain dans l'entreprise, elles sont meilleures que quand c'est des solutions qui viennent d'en haut. Alors bon, c'est sûr que sur les vagues précédentes où on avait eu le télétravail de principe, bon voilà, c'est des règles sanitaires qu'on ne maîtrise pas. Mais moi je trouve très bien, et on l'a dit d'ailleurs, que cette nouvelle vague, elle soit gérée comme ça par le gouvernement. C'est-à-dire en partant du principe de confiance vis-à-vis des entreprises.
Et il semblerait que ça marche. Alors après, il y a une autre raison un peu plus mathématique, c'est que avant la crise Covid, vous aviez à peu près 3% des salariés qui étaient en télétravail régulier. Aujourd'hui, on estime qu'on est à peu près à 20%. Ça veut dire que votre gain sanitaire, si vous le rendriez obligatoire, ne serait pas si important que ça. Alors peut-être dans les transports, mais il ne serait pas si important que ça. Je ne crois pas qu'il y aura une mesure de télétravail de principe. Il peut y avoir des mesures régionalisées. Ça, c'est possible. On verra. Pour le moment, on n'a pas de nouvelles dans ce sens-là. Le Premier ministre nous a dit, débrouillez-vous pour faire un peu plus de télétravail et on n'aura pas à régler. Si ça ne marche pas bien, alors on régulera. Pour le moment, ce n'est pas ce qui est prévu. On a un conseil de défense sanitaire aujourd'hui ou demain, je crois. Donc on va voir. Un mot sur le pass sanitaire obligatoire en entreprise. Ça, c'était un sujet qui avait été mis sur la table, assez rapidement retiré d'ailleurs. C'est vrai qu'on impose aux restaurateurs, aux discothèques de fermer, aux restaurateurs de contrôler les passes, dans les lieux sportifs aussi, et pas dans l'entreprise. Oui, c'est assez étrange. Je reconnais que c'est un débat et c'est une question qu'on peut avoir. Par exemple, dans des entreprises relativement nombreuses, il y a des restaurants d'entreprise qui accueillent par jour plus de monde que n'importe quel restaurant. Bien sûr. Paris. Donc le pass sanitaire qui est imposé dans les restaurants, ça pourrait être logique. Je pense que je pense que l'une des raisons, c'était d'éviter d'importer dans l'entreprise une espèce de fracture entre ceux qui sont vaccinés, ceux qui ne le sont pas, ceux qui ont le pass, ceux qui doivent se faire... Créant des conflits dans l'entreprise. Voilà. Je pense que c'est assez bien vu sur un plan managérial. Sur un plan sanitaire, je ne sais pas, mais c'est sûr que le risque qu'on pourrait avoir, c'est que demain, des salariés à qui on maintient de tenir le masque, gestes barrières, viennent un petit peu dire, mais attendez, c'est quand même pour ceux qui n'ont pas le pass sanitaire qu'on est obligé de faire tout ça. Après, dans la réalité des entreprises, si vous regardez le nombre de personnes vaccinées en France, en entreprise, ça veut dire que vous avez au moins le même nombre. Donc c'est vrai que c'est un problème assez secondaire, mais je ne suis pas certain du coup que le pass sanitaire qu'on imposerait à tout le monde réglerait le problème. Mais c'est en tout cas une mesure de prudence pour éviter des fractures internes dans l'entreprise. Donc vous n'y êtes pas défavorable à cette idée. Si le gouvernement avait dit pass sanitaire obligatoire en entreprise, vous auriez dit pourquoi pas ? Bon, on aurait appliqué, effectivement, ça aurait sans doute compliqué un peu les choses. On aurait appliqué, parce que en plus le gouvernement, maintenant vous savez qu'il faut un test de moins de 24 heures en fait, pour pouvoir le pass sanitaire. Donc c'est vrai que pour des gens qui ne l'ont pas, et pour le moment ils auraient... Tous les jours, il faut faire l'avoir. C'est tous les jours, donc c'est quand même des conditions un peu particulières. Et puis l'autre point, c'est qu'on n'aurait pas voulu que, parce que vous n'avez pas de pass sanitaire, alors je ne peux pas entrer dans l'entreprise, alors je me mets en télétravail plein temps, parce que là, c'était pire que tout. Oui, il y a ce risque-là, puis il y avait l'enjeu de la rentrée qui était de dire on va compter le nombre de salariés dans les services publics à la personne qu'on va devoir licencier parce qu'ils sont... Voilà, on a bien vu comment ça s'est passé. C'est-à-dire que si on mettait le pass sanitaire dans l'entreprise, alors est-ce que ce serait la même jurisprudence que pour les soignants ? On voit un peu le résultat aujourd'hui de la jurisprudence en question. Donc, bon, je pense que pour le moment, le gouvernement n'a pas fait ce choix-là. Ce que dit la ministre, et on partage ce point de vue-là, c'est de dire gestes barrières, vaccination... Et puis on arrivera plus ou moins à s'en sortir peut-être dans ces conditions-là, même si on sait aujourd'hui que la vaccination est insuffisante pour s'en sortir, semble-t-il. Ça me semble assez clair avec ce nouveau variant dont on dit, dont l'OMS, c'est l'OMS qui le dit que le vaccin finalement est assez peu efficace. Donc ça pose quand même... Oui, alors le vaccin il est efficace sur les cas graves, je crois que c'est ça le sujet, mais Martin Hirsch ce matin était assez inquiétant. Quand même. Oui, la 6e vague nous attend et nous tend les bras. J'aimerais qu'on commente l'article. Vous écrivez, alors vous êtes bien sûr DRH de L'Oréal France, vice-président délégué de la NDRH, puis vous écrivez régulièrement dans Entreprises et Carrières. L'article sur qualité de travail, qualité de vie, qualité de travail, je le trouve assez subtil, permettez-moi de vous le dire, parce que justement vous soulevez quelques éléments comme ça de frottement, de tension. Vous dites, en résumé, les entreprises ont fait un énorme effort en matière de QVT, pour que le salarié se sente bien dans son travail, dans son emploi, mais vous dites qu'il ne faut quand même pas perdre de vue en même temps que la raison pour laquelle il vient dans l'entreprise, ce n'est pas pour son bien-être, c'est d'abord pour le dire simplement, pour produire, créer de la valeur et de la richesse. Oui, est-ce qu'il n'y a pas un malentendu En fait, moi j'ai écrit cet article parce que je me faisais la réflexion que... Avant la crise et avec la crise, les sujets de conditions de travail, de qualité de vie au travail, d'équilibre de vie privée professionnelle avaient pris de santé, avaient pris une importance considérable. Clairement. C'est très bien. Et je me disais, n'empêche que la source de motivation première d'un salarié, c'est qu'il comprenne pourquoi il est là. Le sens de ce qu'il fait, qu'il ait une vision claire du fait qu'il est un élément indispensable de la création de chaîne de valeur de l'entreprise, et qu'il ait les compétences pour exercer ce métier. Autrement dit, qu'il soit dans cette entreprise pour faire ce métier-là parce qu'il comprend pourquoi il a envie de le faire. Et que je ne voudrais pas qu'en travaillant beaucoup sur la QVT, sur la RSE, qui sont autant de sujets très importants, on en oublie
que la première motivation, le premier élément de reconnaissance et la première valeur, c'est quand même d'avoir un travail de qualité, c'est-à-dire de savoir pourquoi je suis là. Bah oui. J'ai les compétences pour le faire et j'ai les moyens pour l'exercer. Et en un mot, je travaille. Et je ne suis pas interchangeable, en fait. Parce que quand vous ne faites pas cet effort-là, le risque, c'est que vous avez un risque d'absentéisme de courte durée, parce que quand le salarié a le sentiment qu'après tout, il est interchangeable, il ne vient pas, il dit c'est pas très grave. Quand il ne sait pas très bien où est-ce qu'il est dans la... Alors que quand il a le sens... Voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu un peu, non pas réduire l'importance de la QVT, mais dire, ne croyons pas que c'est parce qu'on met des éléments de qualité de vie au travail autour du travail qu'on traite le sujet. Et la crise et les enquêtes qui sont menées en ce moment sur les nouvelles attentes par rapport au travail, le nouveau rapport au travail, le nouveau rapport à salarié, il dit ça aussi. Il dit ça. Il dit, moi je veux faire un travail qui a du sens, je veux comprendre pourquoi je suis là. C'est un peu la fin de... Vous savez, c'est Coluche qui avait théorisé ça en disant les gens n'ont pas besoin de travailler, ils ont besoin d'argent. C'est peut-être la différence qui est en train de se passer. C'est-à-dire que... Ils veulent travailler. Ils veulent travailler, mais pas n'importe quand, pas n'importe comment, pas n'importe où et pas pour faire n'importe quoi. C'est vrai, et même chez la nouvelle génération, on entend que finalement le salaire, c'est pas l'élément de négociation le plus important. Non, on voit que c'est en train de baisser en fait, ce sujet-là. Vous dites aussi quand même qu'on a donné à l'entreprise finalement une sorte de pouvoir beaucoup plus large qu'elle avait il y a une cinquantaine d'années, élargissant son pouvoir à finalement à la gestion sociale, humaine de l'individu. Est-ce que c'est, pour le dire simplement, est-ce que c'est sa mission, est-ce que c'est l'avenir de l'entreprise que d'aller aussi loin, je dirais, dans la prise en charge de l'humain ? Alors, en fait, je ne sais pas si on lui a donné du pouvoir. Ce qui est certain, c'est qu'on lui a donné des responsabilités nouvelles, qui vont bien au-delà de sa fonction capitalistique de génératrice de profit, si vous voulez. D'une part, je trouve que c'est pas mal parce que ça permet de reconnaître l'entreprise. L'entreprise n'a pas qu'une fonction de production. Elle a une fonction de régulation de la société. On le voit d'ailleurs en ce moment. Vers qui on s'est tourné d'abord pour essayer d'accompagner le traitement de cette pandémie ? Vers l'entreprise, à qui on a appelé responsabilité, qui ont pris des engagements plus ou moins forts. Vers qui on se retourne pour l'entreprise pour participer à la lutte contre le réchauffement climatique ou la dégradation de la planète ? Vers l'entreprise. Donc c'est reconnaître à l'entreprise qu'elle a un rôle qui va bien au-delà de sa fonction de production. Parce que les entrepreneurs sont prêts à prendre. Mais ils sont prêts à prendre si on leur reconnaît ce rôle. Autrement dit, que si ce n'est pas qu'un rôle qui consiste à se faire contrôler ou à se faire taper dessus quand on ne le respecte pas. Donc il faut donner un peu de temps. Puis après, il faut bien comprendre que tout ça, ça coûte relativement cher. Bien sûr. Et que par conséquent, ce rôle social de l'entreprise, il est fondamental. D'ailleurs, c'est la RSE, pour le dire. Enfin, voilà, l'équilibre économique social, il n'est pas nouveau. Mais là, maintenant, il est profondément ancré dans le fonctionnement des entreprises. Mais surtout, il est profondément ancré dans l'attente des candidats, des jeunes générations, pour rejoindre l'entreprise. Donc, c'est ce que j'allais vous demander. Celle qui ne voudrait pas, en fait, elle n'a pas le choix. Elle ne recrute pas. Elle va avoir du mal ou à recruter ou à fidéliser, en tout cas. Ouais. On n'arrive pas à savoir, parce que finalement, il y a une désaffection de l'État. On le voit dans le livre de Stewart Shaw et de Frédéric Dabi, où les jeunes considèrent que c'est l'entreprise qui a plus d'importance et de poids, et l'État a rétrogradé. L'entreprise a beaucoup d'importance aux yeux des jeunes. Et on n'arrive pas à savoir si c'est l'entreprise ou les salariés qui finalement arrivent à aiguillonner l'entreprise pour lui dire « tu dois changer, parce que sinon, j'irai pas chez toi ». Eh bien, je pense que ça a changé. C'est-à-dire qu'avant, l'État, les pouvoirs publics, la pression sociale, la pression médiatique faisaient que l'entreprise se saisissait de sa responsabilité avec plus ou moins de sincérité, mais elle le faisait. Aujourd'hui, avec le retournement du marché du travail auquel on est confronté depuis la reprise, qui est bien plus forte que ce qu'on imaginait, c'est effectivement, on est passé d'un marché d'employeurs à un marché d'employés. C'est-à-dire que là, les gens, moi je le vois, les jeunes vous disent, non seulement je regarde effectivement combien vous allez me payer, ce que je vais faire, etc., mais aussi quels sont vos engagements. Ça, c'est presque pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'une fois qu'ils sont dans l'entreprise, ils continuent à vous évaluer sur ce critère-là. Donc, c'est là où le changement a eu lieu. Exactement. C'est que, moi, je crois, et c'est une formule assez juste d'ailleurs, que sur les différents combats sociétaux auxquels on est confronté, je pense que le monde de l'entreprise fait partie de la solution. D'abord parce qu'elle en a quelquefois les moyens. Deux, elle constitue quand même une unification du corps social à peu près cohérente. Et puis, la troisième raison, c'est que, d'une certaine manière, ça lui donne toute sa valeur d'existence dans la société. C'était un peu triste quelquefois de voir quelques entreprises réduites, on le voit d'ailleurs de temps en temps avec des modèles d'investissement malheureux, réduites au fait de produire de la richesse ou de la redistribuer entre des actionnaires. Donc je pense que ça fait partie, quand je vous disais qu'on était dans l'année zéro de la transformation du travail, je pense que c'est un des éléments de cette transformation. Et d'ailleurs, 2022, on nous dit que c'est une année capitale parce qu'il y a une élection présidentielle qui se joue, où finalement les éléments liés à l'emploi, au travail, ont été légèrement rétrogradés depuis quelques mois. Ils reviennent doucement, mais ils ont été rétrogradés, remplacés par des éléments identitaires et portés par un ou deux candidats qui les ont portés et mis sur le devant.
Mais est-ce qu'il n'y a pas finalement une déliquescence de notre modèle politique au profit d'entreprises qui, à leur manière, jouent aussi un rôle, je dirais, de politique avec un grand P? Vous avez raison, c'est peut-être un des aspects à regarder, puisque dès lors que maintenant on reconnaissait que l'entreprise est un acteur économique, maintenant on sait que c'est un acteur social, est-ce que demain on va en faire un acteur politique? Mais oui. Il y a eu le débat aux États-Unis sur Twitter qui coupait la chic à, mais bien sûr, à Trump. Bon, ça c'est une manière de faire de la politique. De levier politique dans l'entreprise. C'est un objet politique. C'est vrai que quand vous regardez les GAFA, vous pouvez vous poser la question quand même. Donc, en particulier, l'influence notamment. Alors, maintenant, c'est vrai que, comme vice-président de la NDRH, à ce jour, quand on regarde la campagne électorale, on voit bien que des sujets assez fondamentaux pour les gens quand même, qui sont la transformation du travail, le rapport employeur-employé, la législation sociale, tous ces éléments-là. Pas dans la campagne. Ou alors j'ai mal entendu, ou personne n'en parle. Or que ça, on sait que le travail structure la société, ça a toujours été comme ça. Donc ça, c'est un peu dommage. Alors là, ils sont tous agités sur des sujets qui... Nous, les entreprises, ces sujets-là, on les a pour une grande partie régulés depuis longtemps. On va parler du dialogue social. Donc pour aller au bout de cet échange, vous dites finalement qu'il y a une déphase. Que finalement, ce que les candidats racontent aux Français ne correspond plus vraiment aux réalités que vous nous décrivez dans l'entreprise. Ça, ce sera un débat politique dans lequel je ne veux pas rentrer, mais j'imagine que quelqu'un qui est candidat à la présidence de la République, il a la vocation à imaginer, à projeter la société de demain. Or, le travail et son évolution qu'on vit aujourd'hui à cause de cette pandémie, il structure quand même la société de demain. Donc ce serait étonnant qu'on n'en parle pas plus, quoi. Ou qu'on en parle uniquement en disant on va baisser les charges, on va augmenter les charges. Il y a d'autres problèmes beaucoup plus fondamentaux que ça, quand même. Ou augmenter de 10% les salaires. Voilà, il y a quand même des problèmes, ou des idées à avoir qui sont beaucoup plus importantes, parce que sinon, et le risque que vous pointez est juste, on risquerait demain d'avoir un environnement juridique ou législatif du travail totalement décalé avec la réalité du travail tel que les gens la vivent ou tel que les gens veulent le vivre. C'est ça le problème. Donc peut-être que quand la campagne va vraiment démarrer, on aura des débats sur le sujet. Quand elle va démarrer, peut-être en janvier, il faut attendre. Laissons passer les fêtes de Noël et on vous réinvite. Le dialogue social, c'est un sujet qui vous tient très à cœur. Dans cet article qualité de vie et travail de qualité dans entreprise et carrière, vous dites d'abord pour le télétravail, pas besoin de signer à chaque fois des accords, on peut faire des chartes. Il y a moyen de faire des chartes. On a beaucoup parlé de ces accords, la NDRH en a parlé. Il en est où ce dialogue social? Parce qu'on a l'impression comme ça que c'est réservé à un cénacle d'experts. Les Français voient ça d'un peu loin. On ne sait pas trop ce qui s'y passe. Il a encore son utilité. Il est nécessaire, ce dialogue social? Alors, je dirais qu'il est indispensable au plus près du terrain. On a tous vécu ça pendant la pandémie, c'est-à-dire que le dialogue social sur le terrain, dans l'entreprise. Dans l'entreprise, oui. Il était d'une richesse, d'une intensité incroyable. Sinon, on n'aurait pas réussi à faire tout ce qu'on a fait, probablement. En revanche, c'est vrai que le dialogue social au niveau national, c'est de la politique. Par moment, il semble un peu déconnecté. D'ailleurs, j'avais noté dans l'extrait que vous avez mis de l'interview de la ministre du Travail qu'elle fait appel, elle fait référence au dialogue social de terrain, pragmatique. C'est vieille ancienne, ça. Mais c'est bien. Mais oui, mais alors, je ferai crédit à ce gouvernement que ce ne soit pas qu'une vieille ancienne, puisque les ordonnances de 2017, dans ce travail, elles ont organisé ça. Elles l'ont reconnu en disant l'entreprise par accord. Donc peut-être qu'il faut aller plus loin d'ailleurs. C'est peut-être imaginer de donner des avantages X ou Y à des entreprises qui font l'effort d'aller chercher un accord majoritaire avec les partenaires sociaux. C'est comme ça qu'on enrichira le dialogue social. Sur le télétravail, c'est vrai qu'on peut le faire par charte pour le moment. On n'est pas obligé de passer par le dialogue social. C'est mieux de le faire, mais c'est pas obligatoire. On l'a peu entendu. Mais ça, on peut le faire pour les deux. C'est très bien, mais je pense que c'est important de regarder en disant les entreprises qui font l'effort d'aller chercher un accord majoritaire avec la représentation du personnel ne peuvent pas être traitées strictement de la même manière que celles qui ne font pas cet effort. C'est peut-être ça... Un bonus-malus, une sorte de bonus-malus du dialogue social, exactement. Ouais, c'est très intéressant. Il nous reste 5 minutes, mais 2022, ça sera quoi? Parce qu'on a évoqué l'année hybride comme un élément irrémédiable de la façon des organisations. L'année 2022, c'est quoi? C'est l'année des augmentations de salaire? C'est l'année de l'inflation? Parce qu'on est dedans. Alors, c'est vrai qu'au-delà de changer de modèle du travail, il semblerait qu'on est en train de voir évoluer quelques invariants économiques qu'on avait depuis des années, c'est-à-dire une inflation basse. Très basse, oui. Et très basse. Je crois aussi que 2022 et les suivantes, on le voit sur le débat sur les salaires, va assez rapidement poser la question du partage de la valeur à redéfinir
entre salariés, actionnaires. J'ai vu que Jouve, Monsieur Jouve, qui est déjà venu plusieurs fois chez vous, avait Thibault Langsade. imaginé la solution du groupe Jouve, donc Thibault Langsade, la solution du dividende salarié. Je trouve que c'est très intéressant comme idée. Donc je pense que ce sujet-là, il va apparaître. Et on le voit parce que l'inflation vient monter, donc la pression sur le salaire. Et en plus, vous savez qu'il y a des zones où on n'arrive pas à recruter, tout simplement parce que les salaires sont trop bas. Mais ne jouer que sur les salaires, ce serait une erreur, parce que vous avez des entreprises aujourd'hui qui sont dans une situation de trésorerie qui sont quand même assez complexes. En revanche, le partage de la valeur créée, c'est sans doute un sujet qu'il va falloir adresser. Est-ce que les DRH, parce que vous êtes le DRH de L'Oréal, je ne sais pas si vous avez vous-même cette pression, parce qu'il y a des rounds de négociation de salaire, mais est-ce que vos collègues DRH, qui sont 5000, me semble-t-il, un peu plus de 5000 maintenant, ça progresse, est-ce qu'ils sont sous pression en matière salariale ? Il y a des salariés qui leur disent il faut ouvrir des négos, on ne s'en sort pas. De toute façon, les négociations, on doit les ouvrir, c'est ce qu'on appelle la négociation annuelle. C'est en ce moment, dans les entreprises, c'est fini, où ça commence. Non, mais un peu plus que d'habitude, c'est-à-dire... C'est vrai qu'on voit bien qu'il y a une forme de pression supplémentaire, liée à l'inflation, 2 liée aux déclarations des pouvoirs publics quand même, notamment Bruno Le Maire au moment des journées du MEDEF, où il a quand même annoncé les salaires. Enfin, ça a déplu quand même beaucoup au patron du MEDEF. On a dit que c'est jamais très malin en fait quand ils viennent se mêler de ce genre de choses. Et puis le troisième élément, c'est qu'effectivement dans certains secteurs, je crois que Elisabeth Borne l'a rappelé, vous avez des conventions collectives qui prévoient des salaires minimums inférieurs au SMIC. Tout à fait. Il ne faut pas s'étonner que ces secteurs aient du mal à recruter, donc ça c'est un point. Et puis le dernier point, c'est, je crois, une attente assez forte de la part des salariés d'une certaine forme de reconnaissance, de tenir la barre malgré tout depuis 2 ans. Donc cet ensemble-là, ça fait un cocktail qui ne met pas forcément une pression juste sur les salaires, mais qui met une pression justement sur la rentabilité individuelle du travail, je dirais. Donc on voit que certaines entreprises ont annoncé de renégociation des contrats d'intéressement, celles qui n'en ont pas. Aujourd'hui, vous avez 49% des salariés à peu près, je crois, qui ont accès à l'intéressement, à la participation. C'est pas beaucoup. Non. Peut-être que là, les pouvoirs publics, on est d'ailleurs prêt à la NDRH travailler avec eux, pourraient imaginer des solutions pour que des PME puissent offrir ça à leurs collaborateurs. C'est une manière intelligente de répartir la valeur sans mettre de la pression immédiate sur les salaires. C'est assez bien vu. Donc oui, le sujet en ce moment, il est un peu partout. Si vous le cumulez avec la prime d'inflation, avec ceci, avec cela, qui va arriver. Voilà, qui arrive en ce moment, c'est vrai qu'on a un tout petit peu de mal à s'y retrouver. Et donc, il faut éviter les interventions centrales. Ça, c'est votre... Et privilégier la négociation sur le terrain. On regarde la réalité. Non, mais c'est très important parce qu'on voit bien que lorsqu'on était au cœur de la crise, il n'y avait que ça à faire, c'est-à-dire trouver des solutions sur le terrain. On les a trouvées. Les DRH les ont trouvés, donc ils savent faire. Donc je pense que c'est pas mal de travailler comme ça. Avant de nous quitter, le plan senior, parce que vous l'aviez évoqué, c'est un sujet qui aussi tient à cœur l'Association nationale des DRH. On parle beaucoup des jeunes, on en a parlé aujourd'hui dans un jeune, une solution. Ça cartonne, ça marche, l'alternance, ça a fonctionné, plus de 530 000 alternants et contrats signés. Sur les seniors, c'est toujours plus compliqué. Et vous portez ce sujet à la NDRH ? Nous, on le porte depuis déjà 3 ans. Donc, en fait, on le porte, ça date de l'annonce de la réforme de retraite par le président de la République. Et depuis, alors, on a fait quelques progrès depuis. D'une part, la ministre du Travail s'est vraiment emparée du sujet, puisqu'elle a dit que les 2 sujets devaient être traités concurremment. Et oui, ensemble. Et ça, c'est bien, c'est ce qu'on demande depuis 3 ans, donc on est content. Je pense que ce serait intéressant de regarder comment on peut imaginer une sorte de plan, un senior, une solution, un peu calqué sur un jeune solution, parce que ça marche pour un jeune solution. Ça pourrait marcher. Alors, c'est vrai que ce qu'il faudra regarder dans quelques mois, c'est si les seniors qui avaient du mal à trouver un emploi bénéficient de la reprise ou pas. Dans laquelle on est, confirmé qu'on est dans une reprise. Il semblerait que ce soit le cas, mais il faut attendre quelques semaines ou quelques mois pour qu'on ait des chiffres objectifs. Mais ça reste un sujet important, parce que comme on le dit depuis le début, c'est pas un sujet économique, c'est un sujet sociétal. C'est-à-dire que si nos seniors demain font des retraités pauvres, alors vous avez une désorganisation profonde de la société qui se met en place. Oui, c'est vrai, au-delà de l'entreprise. Au-delà de l'entreprise. Dans les liens familiaux. C'est pour ça que c'est un sujet... Enfin, moi, je suis toujours très inquiet quand je croise des gens qui ont 57, 58 et qui, malgré leurs efforts, malgré tout ce que vous voulez, ne retrouvent pas d'emploi. D'ailleurs, vous avez noté que dans la réforme de l'assurance chômage, ils sont exclus du système de calcul, et c'est très bien. Mais c'est bien de les protéger par les réformes diverses et variées. Mais il faut leur remettre le pied à l'étrier. Ça, c'est la responsabilité collective de l'entreprise, comme des pouvoirs publics d'ailleurs. Ouais, ce qui pose quand même la question, et on n'a pas le temps, mais la question de l'employabilité, c'est-à-dire un senior qui quitte une entreprise après 25-30 ans de carrière, qui est l'ingénieur maison, quoi.
faut changer la méthode. Il faut arrêter de parler de seniors à 45 ans. C'est ça, c'est ça. Il faut décaler ça. Il faut les mettre peut-être à... Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faudrait décaler 55. les seniors à 55 pour concentrer les moyens de soutien de l'État notamment, ou de la solidarité nationale, sur une tranche d'âge plus réduite, donc moins de monde. 45-55, on a encore 45 quelques seniors, années. c'est un choc Oui, donc je psychologique. pense qu'il faut mettre fin, il faut arrêter de parler de ça. Même le mot senior, d'ailleurs. Hein. Oui, je pense qu'il faut arrêter de parler de ça. Bon, pour le moment, alors comme il n'y aura pas de réforme des retraites avant quelques mois, on verra. Mais en attendant, le senior qui aujourd'hui ne trouve pas de boulot, lui, réforme des retraites ou pas, il ne trouve pas de boulot. Donc il faut essayer d'agir aussi fortement que les pouvoirs publics l'ont fait sur les jeunes. Merci Benoît Serre d'être venu nous rendre visite, d'avoir pris un peu de temps sur votre emploi du temps chargé, DRH de L'Oréal France, vice-président délégué de l'Association nationale des DRH, qui a changé son logo d'ailleurs. Vous avez retoiletté le design et le look. Moderniser tout ça. Exactement, ça bouge à la NDRH. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Et puis, lisez ces articles, LinkedIn ou autres, entreprises et carrières, qui sont des articles souvent très subtils. Merci, c'est un vrai plaisir. Pour terminer notre émission, Fenêtre sur l'emploi, évidemment, on s'intéresse justement aux artistes. Mais ces artistes, vous savez, qui n'ont pas les bons contacts, qui ne peuvent pas accéder aux bonnes écoles. Vous allez les voir, Ogilvy leur donne leur chance.